nous pouvons à présent conclure sur ce chapitre 7 portant sur incitation à l'organisation au travail et même de manière plus générale conclure sur l'ensemble de cette partie 2, incitation et coordination. Pour conclure, ce que j'aimerais, c'est que vous reteniez 3 points essentiels sur ce qu'on a pu voir au cours de ces différents chapitres, qu'on va articuler de la manière suivante. On va s'interroger un petit peu sur le débat entre substituabilité ou complémentarité entre les différents mécanismes incitatifs dont on a pu parler. Il faudra ensuite conclure en parlant un petit peu de la réalité pratique de ces mécanismes incitatifs, hein, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont utilisés dans la vie quotidienne des entreprises. Et j'aimerais enfin conclure définitivement en rappelant les enjeux qui sont liés à la mise en œuvre des mécanismes incitatifs au-delà du seul et unique principe des mécanismes incitatifs. Donc, premier point, effectivement, la question de la substituabilité versus la complémentarité entre les incitations monétaires et les incitations organisationnelles notamment. Alors, ce qui est intéressant, et on l'a vu, hein, c'est que sur le court terme, ce que cherche à faire l'organisation, ce que cherche à faire l'entreprise, c'est d'augmenter l'effort des membres. Donc, compte tenu de leur dotation spécifique, compte tenu de leurs compétences à un moment donné, compte tenu de leur capacité à un moment donné, ce qu'on veut, c'est qu'ils augmentent leur effort. Et donc, à ce niveau-là, on sait en effet que les efforts des individus vont surtout dépendre des incitations monétaires. Qu'elles soient individuelles ou collectives, il faut appliquer celle qui est la plus adaptée à l'environnement et aux conditions de travail. Mais à ce stade, à ce niveau plutôt, c'est effectivement l'incitation monétaire qui est la plus efficace. Alors, évidemment, la participation joue quand même un rôle important à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il est important qu'il y ait un partage de l'information entre les individus, que le climat de travail soit quand même propice, que les individus se sentent impliqués. Et donc, c'est notamment ce que disaient Akerlof et Crenton en 2010. Plus les travailleurs s'identifient à l'entreprise dans laquelle ils travaillent, plus ils se sentent impliqués, plus leur participation est grande, eh bien, plus on pourra effectivement fonctionner de manière efficace. Et on pourra même éventuellement réduire les incitations monétaires qui sont proposées. Mais donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à court terme, c'est surtout les incitations monétaires qui sont efficaces. En revanche, sur le plus long terme, la participation devient vraiment déterminante. Donc, il n'était pas possible de ne pas en tenir compte du tout à court terme, mais à long terme, ça devient impossible de ne pas tenir compte de la participation des individus, de leur implication. Et effectivement, ça se comprend assez bien, puisque ce qui va conditionner la survie de l'entreprise à long terme, en partie, c'est d'être en mesure de maintenir ses profits et donc d'attirer des travailleurs qualifiés et surtout de faire en sorte que les individus qui composent l'entreprise continuellement investissent dans le capital humain, améliorent leur capital humain, gagnent en compétences, gagnent en productivité. Et donc ici, c'est les décisions qui seront prises par les individus pour monter en compétences, pour augmenter leur niveau d'effort, pour augmenter leur productivité. Eh bien, ça va dépendre en grande partie de la probabilité subjective de rester dans l'organisation et sur également le partage de la rente organisationnelle, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier d'incitations collectives au niveau de l'entreprise. Et donc ici, on voit bien dans quelle mesure est-ce qu'on va plutôt observer une complémentarité entre les incitations monétaires et organisationnelles, puisque les incitations monétaires vont avoir un effet très important à court terme pour jouer sur l'effort immédiat des individus, et ensuite les incitations organisationnelles vont, elles, jouer un rôle très important pour garantir l'implication à long terme des individus, pour garantir leur participation, leur engagement à long terme. Donc, on a plutôt, si on devait répondre à la question substituabilité versus complémentarité des incitations monétaires et organisationnelles, eh bien, on aurait plutôt tendance à considérer qu'elles sont complémentaires dans la mesure où l'une agit plutôt à court terme et l'autre agit plutôt à long terme. Deuxième point important de cette conclusion, c'est la réalité pratique. Qu'en est-il de la réalité pratique de l'utilisation des mécanismes incitatifs? Alors, dans le cadre des chapitres 6 et 7, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas tenu compte de cette réalité pratique, puisque on a mis en avant beaucoup de travaux de recherche empiriques qui ont pu être menés. On peut penser à l'exemple des crèches, on peut penser à l'exemple des déchets en Suisse, on peut penser à tous les travaux qui ont été faits par Édouard Glazir qui reposent sur de l'observation de données de terrain, donc dans l'entreprise Safelite, dans l'entreprise BPE, dans l'entreprise Levis. Donc, on a quand même tenu compte de la réalité pratique. Mais pour conclure, effectivement, ici, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir un peu sur la prévalence de ces types de mécanismes. Est-ce qu'on les observe beaucoup? Oui, la réponse est oui. Dans la vraie vie d'aujourd'hui, les entreprises utilisent de manière courante des incitations à la fois financières et non financières
Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui ne le ferait pas souffrirait d'un désavantage comparatif très fort. On ne peut pas attirer, fidéliser, motiver des individus si on ne propose pas ce type de mécanisme incitatif. Le rôle, du coup, à l'intérieur d'entreprise des contrôleurs de gestion, c'est de faire en sorte que ces mécanismes de rémunération puissent s'intégrer dans les codes et dans les lois existantes dans lesquelles s'insèrent les relations professionnelles de l'entreprise. Aujourd'hui, la rémunération variable, donc ces schémas de rémunération incitatifs, ils représentent en moyenne 10 à 30% de la rémunération totale des salariés, avec des évolutions, des montants qui peuvent varier selon le type d'emploi ou selon les secteurs. On n'est pas le pays qui utilise le plus la rémunération variable, puisque par exemple, les estimations qui ont pu être faites sur la population américaine sont bien supérieures, puisque dans les années 2000, on considérait que 40 à 50% des travailleurs américains avaient dans leur schéma de rémunération une dimension incitative variable. Donc, on voit que ça existe partout, mais ce n'est pas forcément utilisé avec la même intensité. Ce qu'on a vu également, c'est que dans la réalité pratique, ces schémas de rémunération incitatifs peuvent prendre plusieurs formes. Et donc, la rémunération variable, elle peut être soit individuelle, soit collective. Et donc là, le rôle des managers, c'est de faire en sorte de choisir le bon échelon. On l'a vu, s'il n'est pas nécessaire, si le travail en équipe n'est pas nécessaire, mettre en place un schéma de rémunération collectif, ce sera inefficace, puisque au contraire, ça va même avoir des effets négatifs. En revanche, si on arrive à mettre en place des schémas de rémunération collectifs dans des équipes de petite taille, dont la composition est homogène et qui ne bouge pas trop souvent, et bien là, on sait que ça peut être avantageux. C'est pareil sur est-ce qu'on est sur de la mesure de performance qui est quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, etc. Tout ça, c'est l'importance de bien mettre en place le mécanisme incitatif. Et donc ça, on y reviendra lors du dernier slide de cette conclusion. Toujours donc pour parler de ces aspects pratiques, parmi les incitations financières variables qui sont les plus utilisées donc, dans la vie quotidienne, on peut penser donc à l'intéressement. Donc on en a parlé, ce système optionnel qui permet au salarié de toucher une fraction prédéfinie de rémunération supplémentaire, donc des bonus si l'entreprise atteint un certain niveau de performance. Il y a la participation, donc là elle est même obligatoire, la loi l'a rendue obligatoire dans l'entreprise de plus de 50 salariés, donc il y a une rémunération supplémentaire qui est mise en réserve pendant 5 ans sur des comptes épargne-temps. Il y a évidemment les primes et les bonus, dont on a parlé. Donc, ce sont des rémunérations individuelles supplémentaires qui sont versées par les employeurs en récompense d'efforts qui ont été fournis ou d'objectifs qui ont été atteints. Il y a les plans de stock option, donc ça qui sont généralement réservés aux cadres dirigeants. Et il y a aussi l'actionnariat salarial. Donc ça, ce sont pour les incitations financières variables les plus utilisées. Donc effectivement, nous, celles dont on a parlé le plus, ce sont les primes et les bonus qui peuvent être donc individuels ou collectifs. Parmi les incitations non financières variables les plus utilisées, donc c'est-à-dire ce que nous on a appelé les incitations organisationnelles, et bien effectivement ici on peut jouer sur plusieurs composantes, on peut jouer sur l'intérêt du travail qui est confié, donc ça c'est notamment ce qu'on a vu à travers la diversification des tâches, et la garantie d'efficacité de ces mécanismes dépend aussi du statut et de l'autorité, des responsabilités qui vont être associées à ces nouvelles tâches, et donc l'incitation par la hiérarchie. L'incitation organisationnelle principale, effectivement, c'est l'enrichissement des tâches, la diversification des tâches à travers des promotions hiérarchiques à l'intérieur de l'entreprise. Mais ce ne sont pas les seules formes d'incitation organisationnelle. Il y a également des éléments qui peuvent être mobilisés en jouant sur les conditions de travail. Donc notamment les locaux, la situation géographique, disposer d'un véhicule de fonction ou d'un meilleur bureau ou d'avantages en nature, ou on peut revenir sur des normes conventionnelles, donc laisser davantage de liberté dans la gestion des temps de travail ou dans la gestion des congés, ou augmenter les congés qui sont attribués, ou encore l'environnement de travail, rendre un environnement de travail plus agréable, plus sécurisé pour les individus. Ça, ce sont également des ressorts de motivation qui peuvent être utilisés pour introduire des mécanismes incitatifs de type organisationnel. Enfin, dernier élément pour conclure sur ce chapitre, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, notamment lorsqu'on a parlé dans le chapitre 6 aux enjeux qui sont liés à la détermination du barème. On avait dit mettre en place un schéma de rémunération incitative, ça peut être très efficace, mais il faut être très précautionneux lorsqu'on va établir le schéma de rémunération initial, c'est-à-dire avoir un niveau de salaire fixe suffisamment important pour saturer la contrainte d'incitation, et ensuite il faut que le bonus soit intéressant pour effectivement inciter les individus et qu'on ne soit pas obligé de le renégocier trop rapidement, sinon ça pourrait casser dans l'œuf le mécanisme incitatif. On a également vu, reprenons l'exemple de Safe Light Glass dans le chapitre 6, que les négociations avec les syndicats avaient été une condition très importante pour que
changement de système puisse être effectif chez ces flights et pour qu'il soit couronné de succès. On a vu, dans le chapitre 7 maintenant, des différences de résultats très fortes entre les systèmes de sanctions qui avaient été mis pour les retards des parents à la crèche dans les crèches de Haïfa en Israël et ceux d'Asnières-sur-Seine en France. Et on a expliqué que cette différence de résultats, elle était liée à la manière dont on avait construit le système de sanctions et surtout à l'accompagnement qu'on avait eu de ce système de sanctions. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, on avait expliqué en amont aux parents les raisons pour lesquelles on mettait en place ce système. Enfin, on a aussi vu dans le chapitre 7 des différences d'effets, donc soit du crowding in, soit du crowding out, selon la façon dont un agent va interpréter un mécanisme incitatif. C'est-à-dire que dans un même cas de figure, si le principal met en place un schéma de rémunération incitatif, soit l'agent le perçoit comme étant quelque chose de positif qui ne détruit pas finalement sa confiance en lui, et donc ça va effectivement l'inciter à être plus efficace, donc ça c'est du crowding in, mais exactement le même schéma de rémunération peut lui être proposé, et s'il l'interprète différemment, c'est-à-dire comme étant un manque de confiance ou comme le signe que la tâche qu'on va lui demander est particulièrement inintéressante, eh bien au contraire là ça peut avoir des effets pervers puisque ça va détruire ses motivations intrinsèques. Et donc tous ces exemples, on en a pris 4, mais on aurait pu en prendre plus, ils mettent en évidence quelque chose de fondamental, c'est que ce qui conditionne le succès d'un mécanisme incitatif, qu'il soit monétaire et ou organisationnel, eh bien, c'est pas tant le mécanisme en lui-même que la manière dont il va être mis en place. Et donc, le succès d'un mécanisme incitatif, ça réside autant dans sa bonne mise en œuvre que dans son principe. Et donc, un élément très important, c'est qu'il est primordial de communiquer en amont et d'expliquer les raisons de la mise en place des mécanismes de manière à ce que ceux-ci obtiennent l'adhésion des individus, leur engagement et se révèlent pleinement efficaces.